Donc bienvenue pour ce troisième webinaire du cycle Bâtir sur du solide, le troisième de l'année 2021. Pour rappel, donc le cycle Bâtir sur du solide est une initiative commune Chambre des métiers, Fédération des artisans et cette initiative a pour objectif d'accompagner les entreprises du secteur artisanal, du secteur de la construction, autour de séances d'information. Et donc cette année, on a décidé de se focaliser sur l'entreprise générale. C'est une notion très large juridiquement. Ça touche aussi le donneur d'ordre, toute entreprise finalement qui sous-traite tout ou partie d'un contrat pour exécuter donc une prestation. Et dès lors qu'une entreprise fait appel à une autre entreprise, il y a des responsabilités, des règles particulières qui s'appliquent. On a vu donc, on a détaillé en mars 2021 les obligations et les devoirs de transparence euh, qui découlent du droit des contrats. En avril, on a accès à un webinaire, hein, donc c'est tenu sur la responsabilité solidaire en droit du travail. Et là aussi, les règles sont pas très claires, enfin, sont pas claires, sont un peu délicates à comprendre, surtout qu'elles s'appliquent indépendamment qu'il y ait ou non une situation de détachement. Donc, ces deux webinaires ont été animés par maître Marianne Goebel du cabinet d'avocats Goebel Di Giovanni Marotel. Et aujourd'hui, nous allons donc nous attacher aux règles et aux procédures qui sont applicables en droit de la concurrence. Et aussi, nous allons nous attacher aux formes alternatives de partenariat, comme indiqué dans l'annonce, mais ça sera surtout dans le cadre, au niveau du cadre réglementaire des entreprises communes. Voilà, donc j'ai l'honneur de recevoir en présentiel maître Gabriel Blazer. Bonjour Gabriel. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc vous êtes avocat depuis plus de 20 années à la Cour au Luxembourg. Vous êtes un éminent spécialiste du droit de la concurrence, puisque vous étiez d'ailleurs le premier rapporteur en général à l'inspection de la concurrence, si je ne me trompe pas, mais ça Oui, date un peu. Vous avez depuis créé l'Association luxembourgeoise pour l'étude du droit de la concurrence et participé à ce titre à de nombreux travaux de recherche et des propositions très intéressantes. Et vous êtes enfin proche des entreprises avec des préférences en droit administratif, droit de l'immobilier, droit européen, droit du travail aussi, sécurité sociale. Enfin, vous avez récemment rejoint l'étude d'avocat Bonn et Schmidt comme managing partner. Alors, l'étude Bonn-Schmidt est une des études les plus indépendantes, hein, une étude indépendante les plus importantes de la place. Vous êtes cette étude, voilà, vous m'avez dit que vous êtes une full service law firm. Je trouve ça très pratique pour les entreprises. Et vous allez être assisté aujourd'hui par votre collègue donc Jean-Baptiste Merrier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour à tous. Donc vous êtes là actuellement à Paris, d'après ce que j'ai compris, parce que vous êtes avocat inscrit donc à Luxembourg, mais aussi à Paris et à New York, j'ai vu. En effet, Voilà. Donc c'est vrai que Bonn Schmidt est reconnu aussi pour son rayonnement international. Voilà. Alors, avant de commencer cet exposé, quelques petits détails techniques importants. Le premier, c'est que, comme vous avez pu voir, vos micros sont coupés et donc on privilégie les questions par chat. Alors, c'est moins comment on dit, convivial pour nous, mais c'est important de, voilà, si vous avez une question pendant l'exposé donc de Maître Blazer, qui va durer une cinquantaine de minutes, n'hésitez pas, vous la posez par chat et à l'issue de l'exposé, on va dérouler les questions et on va participer au jeu des questions-réponses avec donc Maître Blazer et Maître Merrier qui est là justement pour thématiser des questions aussi
parce que Maître Merrier, j'ai oublié de dire, vous êtes spécialiste surtout de la responsabilité des dirigeants, en plus d'être spécialiste en droit des sociétés notamment. Donc, les Ouais. questions par chat, n'hésitez pas, posez vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra revenir par après, après le webinaire, hein. Alors, les personnes inscrites donc, vont recevoir un certificat de participation si elles sont connectées plus de 50% du temps. Voilà, la règle est celle-là. Les personnes, alors toutes les personnes qui sont inscrites vont aussi recevoir, donc dans la semaine prochaine ou celle d'après, un lien avec possibilité de revoir ce webinaire en replay, le support, et puis aussi un compte rendu, un petit compte rendu que je fais systématiquement avec des aspects que je fais ressortir, que j'ai trouvé important de thématiser. Enfin, quand vous allez quitter ce webinaire, vous allez tomber sur une page qui est des enquêtes de satisfaction que mon collègue Raphaël a mis en place. Et donc ça aussi, c'est intéressant pour nous de savoir si ce webinaire vous a apporté quelque chose. Donc, Maître Blazer, je vous laisse la parole pour commencer l'exposé. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ces gentils mots d'introduction. Et je tiens à remercier aussi personnellement la Chambre des métiers et la Fédération des artisans pour cette initiative aussi pour thématiser un sujet, une matière de droit qui est, même après plus que 15 ans d'entrée en vigueur de la première loi relative à la concurrence du 17 mai 2004, une matière relativement méconnue par les entreprises luxembourgeoises. Depuis lors, j'ai fait beaucoup de formations. Donc, moi, je suis dans cette matière qui me passionne depuis 21 ans, depuis 2000, où j'étais à l'inspection de la concurrence, comme Gilles l'a précisé. Et je vais en revenir après. J'avais aussi le privilège de faire la première visite surprise en matière de cartel dans le cadre d'un marché public. Je vais en revenir après. Donc, j'ai vu aussi un peu, j'étais aussi un certain temps dans une entreprise. J'étais 7 ans, 6 ans au ministère de l'économie. Donc, je connais aussi un peu les deux côtés, les deux côtés, le côté entreprise, le côté autorité publique. J'ai un peu tout vu. Et donc, l'objectif de ce séminaire, après ce séminaire, vous ne serez pas en mesure de répondre, d'affronter toutes les questions. Le droit à la concurrence dépend très souvent, c'est très factuel. Donc, c'est une matière économique. Donc, il faut toujours explorer et définir les marchés. Donc, c'est ça qui le rend cette matière, pour moi, passionnant parce que c'est pas, on n'a pas une règle qu'on applique et on a un résultat. Donc, il faut toujours voir le contexte économique d'une affaire en droit de la concurrence, évidemment aussi en matière de marché public. Pourquoi c'est important? Donc, l'objectif des procédures de passation de marché public est justement d'avoir une concurrence saine pour promouvoir le progrès, l'innovation, de stimuler la croissance et d'avoir le meilleur prix pour le pouvoir adjudicateur et de ne pas gaspiller l'argent du contribuable. Donc, l'idée, c'est vraiment que c'est toute cette réglementation très compliquée, je dois l'avouer, des marchés publics. On ne peut certainement pas parler d'une simplification administrative ces dernières années, c'est plutôt une complication administrative très compliquée vraiment pour s'y retrouver dans cette réglementation très complexe. Donc les marchés publics, c'est une matière très complexe. Et le droit de la concurrence, il y a des chevauchements, il faut faire attention à ne pas violer les règles du droit de la concurrence en matière de marché public. Donc, je vais d'abord, je ne vais pas réciter maintenant le plan, je ne vais aussi pas réciter tout ce que j'ai affiché sur les slides. Je vais essayer d'être pragmatique et avoir le temps peut-être pour répondre à des questions. Donc, c'est important de faire un petit rappel des règles qui existent dans le droit de la concurrence. Pourquoi il faut faire attention? Donc, je rappelle que le traité de Rome, déjà en 57, repris par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit dans un article 101, et c'est le pendant luxembourgeois, c'est l'article 3 de la
loi concurrence qui interdisent les ententes anticoncurrentielles. Donc les cartels, dans le langage journaliste, on parle de cartels, les hardcore cartels, les qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dévoilés, qui souvent sont qui ressortent à la lumière du jour lorsqu'il y a des gens de l'entente qui dénoncent à l'autorité de concurrence. Donc, il y a différents types d'ententes, des accords entre entreprises, des décisions d'association d'entreprises ou des pratiques concertées qui ne sont pas formalisées dans un accord écrit, dans un contrat entre entreprises, mais il faut savoir, donc, il est possible aussi d'avoir une exemption d'un accord parce que pas tous les accords, et on vient justement dans une offre commune ou une joint venture, une société momentanée dans le cadre d'un marché public peut tout à fait être bénéfique pour la concurrence et être légitime, donc, du moment que les conditions d'exemption, il y a 4 conditions d'exemption, je vais les réciter après, doivent être remplies pour qu'une entente, un accord a priori anticoncurrentiel peut être exempté, soit individuellement, donc il faut toujours que les entreprises procèdent à une auto-évaluation si cet accord avec le concurrent remplit les conditions d'exemption. Il y en a 2 positives et 2 négatives. Et il y a aussi des règlements d'exemption de la Commission européenne en matière de recherche-développement, dans d'autres matières en dessous de certaines parts de marché. Normalement, c'est 15%, 20%, même si un accord serait potentiellement anticoncurrentiel, qui de facto, par catégorie, par certains accords, serait exempté. Mais ce qui est toujours interdit, ce sont les clauses noires, donc les concertations sur les prix et les répartitions de marché. Ça sont les infractions les plus graves. Donc, si dans le cadre d'un marché public, vous parlez avec vos concurrents des prix, vous répartissez, vous avez cette intention, ça risque gros et ça, c'est les lignes à ne pas, à ne pas dépasser. Donc, la collusion, donc, dans le cadre des marchés publics, dans la loi sur les marchés publics et dans les avis du Conseil de la concurrence et des autorités de la Commission européenne, on parle de collusion. Donc, ce sont en fait des accords illégaux conclus entre des entreprises, justement, qui ont pour objectif de fausser la concurrence dans les procédures de passation de marchés publics. La pratique est très simple. Il faut donner l'impression au pouvoir adjudicateur que la procédure est concurrentielle, tandis que dans les faits, ces pratiques permettent aux soumissionnaires prédéterminés de remporter le marché. Donc, en pratique, on rencontre 4 formes de collusion. Donc, une soumission est concertée. Il y a 4 possibilités possibles. Évidemment, il y a certainement d'autres astuces, mais ça, c'est ce qu'on retrouve en pratique le plus souvent. Donc, la fameuse offre de couverture, on fixe préalablement le contenu des offres, notamment le prix, afin d'influencer l'issue de la procédure. Je prends un exemple. Il y a 2 entreprises qui vont convenir ensemble des prix de leur offre. L'une fournira un prix plus élevé pour avantager le concurrent et le pouvoir adjudicateur, en apparence, gagne, mais en réalité perdant car le prix est évidemment faussé et trop élevé. La suppression d'offres, une autre forme de collusion, par la non-soumission ou le retrait d'une offre dans le cadre d'un marché, dans le cadre d'un marché public. Donc, sur un marché donné, par exemple, 3 entreprises sont en concurrence, ils décident conjointement de s'entendre sur le déroulement des soumissions. A décide de ne pas soumissionner après avoir fixé le prix avec C. B décide de soumissionner un tarif plus élevé et l'offre de C est ainsi avantagée puisqu'elle apparaît plus intéressante. Troisième possibilité, ça arrive très fréquemment, la répartition des marchés. Donc, l'attribution du marché sur une base géographique en fonction du pouvoir adjudicateur ou selon l'objet du marché. Donc, dans le cadre d'une procédure de passation de marché public, les entreprises vont se partager les zones géographiques de Luxembourg. A se verrait attribuer le nord, B l'ouest, C l'est et D le sud. La dernière possibilité qu'on voit aussi fréquemment, la rotation d'offres, c'est la mise en place de systèmes pour un certain nombre de procédures. Il y a 3 entreprises A, B, C qui sont vendeurs et conviennent que A présentera l'offre la plus basse pour le premier contrat, l'entreprise B l'offre la plus basse pour le deuxième et l'entreprise C la plus basse pour le troisième. Et toujours, donc ainsi, tout le monde remporte à son tour un contrat et il y a une certaine rotation et c'est bien organisé. Évidemment,
avec de telles pratiques anticoncurrentielles, le jeu de la concurrence est bien évidemment faussé et en résulte un profit supérieur à celui des acteurs qui seraient vraiment dans une concurrence équitable et saine sans collusion. Comme je l'ai dit en introduction, donc ça c'est l'objectif des procédures de mise en concurrence et justement de marché public est justement de stimuler l'innovation et d'avoir une meilleure allocation des ressources, donc d'avoir le meilleur prix en stimulant aussi le progrès. Donc, avec les pratiques de collusion, évidemment, on lèse le pouvoir public et c'est très souvent l'État luxembourgeois, donc finalement le contribuable qui paye les prix trop chers qui sont dans le cadre de soumissions truquées. Comment les autorités peuvent lutter contre la collusion? Donc, à Luxembourg aussi, dans la loi sur les marchés publics, il y a 2 sanctions très sévères. L'article, évidemment, je vais en parler après, il y a le Conseil de la concurrence. S'il est informé de telles pratiques par le pouvoir adjudicateur, et ça c'était déjà le cas, je vous donnerai un exemple après. Il y a l'article 29 qui prévoit l'exclusion s'il y a des éléments plausibles d'une entente. Donc, on peut exclure d'un marché pendant 3 ans, sauf maintenant la jurisprudence. Il y a quelquefois des jurisprudences, il y a le juge qui peut quand même un peu, qui peut avoir une certaine latitude pour apprécier ces 3 ans en fonction des faits. Il y a une autre possibilité pour le pouvoir adjudicateur, c'est évidemment l'annulation pure et simple sur la base de loi sur les marchés publics. Il y a eu une telle annulation d'une affaire que je vais détailler rapidement, résumer. C'est une affaire T-Tool Transport Union Luxembourg, où 2 entreprises, je vais en revenir après, 2 entreprises luxembourgeoises avaient constitué une entreprise commune, une joint venture, et s'était réuni avec quasiment tous les acteurs du marché pour soumettre une offre. Donc, il n'y avait qu'une seule offre. Et le ministre Bausch avait considéré qu'il y avait un cartel, qui avait une concertation entre tous les acteurs luxembourgeois dans ce domaine et a annulé cette soumission. Et il y a une nouvelle procédure a été lancée et le Conseil de la concurrence était aussi saisi de l'affaire, voulait faire une affaire de cartel, mais je vais en revenir après. Mais finalement, on a fait des engagements avec le Conseil de la concurrence et l'affaire a été classée. Il n'y avait pas eu de reconnaissance d'infraction et moi, j'avais défendu une des entreprises qui était dans cette affaire qui était assez importante à l'époque. Donc, en plus de ces sanctions, de l'exclusion par le pouvoir adjudicateur, il y a évidemment le volet punitif. S'il y a un suivi au niveau du Conseil, s'il est en parallèle suivi pour soupçon, qu'il y a une ouverture d'une enquête, que le Conseil de la concurrence ouvre une enquête, s'il soupçonne une collusion dans le cadre d'offres communes ou de la sous-traitance ou de sociétés momentanées, peu importe la forme, il y a évidemment le risque que le Conseil de la concurrence impose des sanctions pécuniaires jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise en cause. Et là, attention, on n'a jamais imposé, à ma connaissance, même pas la Commission européenne, 10% de chiffre d'affaires, quelquefois ça atteint 3 ou 4%, mais je dis toujours aux entreprises, attention, chiffre d'affaires, ce n'est pas bénéfice. Donc, chiffre d'affaires, ça peut faire très mal si c'était 3% du bénéfice, donc ce ne serait pas tellement dramatique peut-être, mais 3% du chiffre d'affaires, c'est notre paire de manches. Donc, évidemment, il y a... à part tout ça, il y a aussi évidemment le risque réputationnel, surtout à Luxembourg. Si une entreprise se voit infliger une amende pour concertation, une collusion, je pense on a un peu un tampon alors et je ne pense pas que ce soit bien vu des pouvoirs publics alors d'avoir ce tampon sur son entreprise. La Commission européenne dispose de tels pouvoirs aussi pour le niveau européen. Pardon. Et le Conseil de la concurrence, évidemment, peut s'autosaisir aussi, même s'il imaginez que vous avez participé, vous avez une collusion dans le cadre d'un marché public, vous
vous êtes trois entreprises dans un cadre d'un gros marché de construction, vous êtes bien concertés et le Conseil de la concurrence, il a eu vent de ça, d'un concurrent qui a été évincé. Ben, le concurrent, il peut aller toquer à la porte du Conseil de la concurrence et dire, mais écoutez, là, j'ai vu ce marché public et j'ai l'impression qu'il y a eu, le Conseil de la concurrence peut lancer une enquête sur base de soupçons, même sans avoir, normalement, ils doivent avoir quand même un début, quelques indices, quelques présomptions quand même d'une concertation, mais ça c'est un risque évidemment qui n'est pas négligeable parce que très souvent les cartels sont dénoncés par des entreprises qui voient l'eau monter et qui pensent qu'il vaut mieux peut-être aller dénoncer, ou très souvent par des entreprises qui sont évincées, qui ont vu, qui étaient au courant, qui avaient ou qui ont vu, qui ne comprennent pas certaines soumissions où ils sont écartés, où ils ont le soupçon d'une concertation entre ceux qui ont remporté le marché. Donc ça, c'est pas un risque négligeable. Les autres sanctions, il faut savoir en Europe, l'application des règles de concurrence est faite par l'autorité publique, par les autorités publiques, par le Conseil de la concurrence. Et les dommages-intérêts sont très minimes. Donc, aux États-Unis, l'application des règles de concurrence se fait par les damage claims. Donc, on va tout de suite demander des dommages-intérêts. Ça, heureusement, en Europe, on n'a pas cette tendance. Donc, c'est toujours le pouvoir public qui est, comme le parquet, qui va faire l'instruction et qui doit condamner, qui doit imposer des amendes. Mais on a depuis 2016 une loi luxembourgeoise qui a transposé une directive de 2015 sur les dommages et intérêts. Donc, je vous explique en deux mots. Il y a la possibilité maintenant depuis 2016. Je donne un exemple. Il y avait le cartel des ascensoristes à l'époque aussi à Luxembourg qui s'était concerté dans le cadre de la maintenance, de la vente d'ascenseurs et d'élévateurs. Je pense que la Chambre des métiers a été lésée aussi. Je sais très bien que la Chambre de commerce a été lésée à l'époque. Donc, c'était la commission qui avait condamné certains constructeurs d'ascenseurs. Et à Luxembourg, il y avait aussi des descentes. Moi à l'époque, j'étais présent aussi à l'inspection de la concurrence, une de ces visites surprises, ces fameux storm rates à Luxembourg. Et donc, là, il y avait eu une condamnation des entreprises. Et avec une telle condamnation, si c'est en dernier ressort, s'il n'y a pas d'appel devant la Cour de justice et pour les cas luxembourgeois devant le tribunal administratif et la Cour administrative, une décision finale, on peut prendre les parties lésées. Donc, dans le cas en question, la partie lésée peut prendre ce jugement dernier ressort, va devant un tribunal de l'ordre judiciaire à Luxembourg et va demander des dommages et intérêts pour le surcoût qu'ils ont payé pour tout ce qu'ils ont été lésés pendant 10 ans sur le surcoût du prix de l'entretien et tout. Donc ça, ça facilite maintenant. Donc on ne doit plus établir la faute concurrence. La faute, comme en matière de responsabilité, il faut établir la faute. Donc s'il y a une condamnation d'une autorité concurrence européenne ou de la Commission en matière de cartel, on prend cette décision, on va devant un juge luxembourgeois, on doit juste établir le lien de causalité avec le dommage et chiffrer le préjudice et on peut avoir des dommages et intérêts. On n'a pas encore vu de cas concrets à Luxembourg, ça ne me surprend pas. On n'a pas eu beaucoup de condamnations de cartels à Luxembourg non plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de cartel. Une des explications est évidemment que l'autorité est encore assez jeune, qu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau des ressources humaines et qu'il y a aussi une certaine tendance quelquefois dans des affaires de transiger, une raison pour laquelle il n'y a pas il n'y a pas eu tellement d'amendes. Il y a une autre sanction qui est sévère aussi, qui est méconnue par beaucoup d'entreprises. Il y a aussi des sanctions pénales possibles. Si on manipule les soumissions publiques, il y a une sanction pénale possible. Mais il faut déjà employer la violence ou prouver des menaces. Donc, il y a même emprisonnement prévu. Donc, je sais dans l'affaire des carreleurs de la cité judiciaire, à l'époque, je dois raconter une petite anecdote. À l'époque, dans cette affaire, il y avait le ministre Claude Wieselot, qui était ministre des Travaux publics.
et qui avait donc soupçonné 3 associations momentanées qui avaient soumissionné dans le cadre de ce marché des carrelages de la cité judiciaire. C'était un des moins importants. Il y avait d'autres marchés beaucoup plus intéressants financièrement où le Conseil de la concurrence, à l'époque, je le sais très bien, avait certains soupçons, mais n'a pas lancé de procédure. Donc, les carreleurs étaient les petits poissons dans cette cité judiciaire. Et dans cette affaire, le ministre Wieseler avait donc contacté l'inspection de la concurrence, c'était moi à l'époque personnellement, et il nous avait envoyé son soupçon qu'il y avait une cartel possible. Et sur cette base, moi j'avais pris à l'époque la décision, c'est vraiment une petite anecdote, et j'avais fait la première visite dans l'histoire du droit de la concurrence à Luxembourg chez les 3 carreleurs à Luxembourg euh, avec les policiers aussi en backup s'il y avait, mais il n'y avait pas eu d'obstruction à nous promener dans les entreprises pour récolter toutes les informations qu'on cherchait. Donc, dans cette affaire, donc, elle a suivi son cours, il y a eu la condamnation et en même temps, ça a été dénoncé au parquet. Et si mes souvenirs sont bien, cette volet pénal a été classé pour manque de preuves parce qu'il faut effectivement prouver par violence, comme le texte l'indique, par menace. Donc, c'est quand même assez difficile d'avoir cette qualification pénale, d'être encore condamné. Mais c'est quand même très embêtant. Vous savez, en matière pénale, souvent les affaires, ça dure entre 3 et 5 ans avant que ça avance. Donc, c'est pas très amusant pour les entreprises d'être d'être dans le collimateur du parquet. Donc, c'est absolument à éviter. Il faut savoir aussi en droit luxembourgeois, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de condamnation de sanctions pénales pour les dirigeants ni pénales en cas d'infraction à la loi concurrence. Donc, ce sont des amendes administratives. Donc, le dirigeant lui-même, il ne risque en fait rien, contrairement à la France ou d'autres pays de l'Union européenne où il y a une responsabilité pénale. Moi, personnellement, j'ai toujours plaidé pour l'introduction d'une responsabilité pénale aussi pour les dirigeants, pour la simple raison que très souvent, on a vu en Europe, lorsque la Commission a imposé des amendes aux entreprises, les dirigeants ont dit, mais je dois fermer ma boutique, je dois licencier des gens. C'était quelquefois le cas. Eh bien, si le dirigeant a fait une faute, il vaudrait mieux le remplacer, le sanctionner lui personnellement que de fermer l'entreprise. Donc, ça, c'est juste mon point de vue personnel de cette thématique. Mais je pense à Luxembourg, il y a aucune crainte à avoir que le gouvernement actuel ou même futur va dans ce sens d'introduire une responsabilité personnelle des dirigeants en matière d'infraction du droit de la concurrence. Donc, je vous donne quelques exemples récents aussi d'amendes qui ont été imposées à l'étranger, notamment aussi dans le secteur des transports en Belgique, en France, en Portugal, un peu dans tous les pays dans le secteur de la construction. Aux Pays-Bas, il y avait quelques années, un des ministres néerlandais avait lancé toute une enquête dans tous les secteurs de la construction, de A à Z, de l'électricien jusqu'au marbrier, donc tout le monde y est passé. Et il y avait une forte volonté politique de faire une enquête sectorielle. Et après cette enquête de plusieurs années, il y avait plein d'entreprises néerlandaises qui avaient été condamnées pour entendre pour cartel parce que le pouvoir politique néerlandais avait vu que dans ce secteur, il y avait pas mal de concertations. Donc, mais à Luxembourg, pour le moment, il n'y a pas de telles enquêtes qui sont menées par le Conseil de la concurrence. À Luxembourg, donc, j'ai cité cette fameuse affaire des carreleurs 2010. Je me souviens, c'est déjà 11 ans maintenant. Je me souviens que cette affaire avait fait des vagues, même au conseil de gouvernement à l'époque, même l'actuel premier ministre de l'époque, ils étaient tous très inquiets et j'avais aussi, je me souviens éternellement de ça, j'étais en décembre avec ma famille à Paris en congé et j'avais le ministre Wieseler au téléphone à l'époque qui m'avait demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que quelle est l'issue de la procédure? Euh, donc, c'était effectivement, ça avait déclenché, je pense, en 2010, auprès de beaucoup d'entreprises dans le secteur de la construction, une certaine sensibilité à ce risque de violation du droit de la concurrence.
Depuis lors, il y a eu une affaire aussi en 2013, une condamnation, l'affaire où le chemin de fer luxembourgeois CFL avait été victime de concertation dans le cadre d'un marché public. Et là, il faut faire très attention. Je lance toujours un appel aux entreprises luxembourgeoises aussi qui n'ont peut-être pas l'envie ou qui n'ont pas peut-être quelquefois la même formation que des entreprises qui sont dans un groupe étranger, qui ont des programmes compliance en droit de la concurrence. Donc, cette affaire-là, c'était dénoncé par une entreprise allemande et qui avait reçu, je pense, une immunité, une réduction de l'amende, et ce n'était pas l'entreprise luxembourgeoise. Un autre exemple, c'était l'affaire des brasseurs luxembourgeois. Ça date déjà, je pense, il y a 20 ans, qui avait été condamné. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? C'était Interbrew qui a repris Diekirch, donc une entreprise purement luxembourgeoise, qui a trouvé des accords qui datait il y a 25 ans sur un bout de papier où là, à l'époque, les dirigeants luxembourgeois pensaient qu'il n'y avait pas aucun mal à écrire à coucher certains écrits sur le papier. Donc Interbrew a trouvé ça et a dénoncé ça à la Commission européenne, et c'est comme ça que les entreprises luxembourgeoises donc, se sont trouvées dans le collimateur de la Commission européenne et avaient été condamnées à l'époque. Euh, ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, c'était qu'Interbrew, évidemment, avait déjà été condamné avant aussi pour des concertations anticoncurrentielles par la Commission européenne. Mais c'était bien ça, ils avaient peur de se faire, donc c'est pour ça qu'ils avaient dénoncé ce qu'ils ont trouvé lorsqu'ils ont racheté l'entreprise. Donc c'est important aussi lorsqu'on rachète des entreprises, lorsqu'il y a des rapprochements, de toujours vérifier que l'entreprise qu'on rachète n'a pas des smoking guns, n'a pas des choses euh, sensibles dans les tiroirs et dans des procédures où on risquerait quelque chose. Je vais rapidement résumer cette affaire Transport Union Luxembourg qui est un peu symbolique, où il n'y a pas eu de condamnation. Qu'est-ce qui s'était passé? Comme j'ai dit, c'était en fait Zales Lenz et Emi Weber qui avaient une entreprise qui existait. C'était une SRL qu'ils ont nommée Transport Union Luxembourg, et il y avait un grand marché réparti en 12 zones géographiques pour certains transports de bus à Luxembourg. Et c'était la première fois qu'on avait fait une soumission pour tout le pays, pour des lots. Et évidemment, les entreprises luxembourgeoises, je peux très bien comprendre ce souci. Évidemment, on veut remporter un maximum de lots. Et les deux entreprises se sont dites, bah, on a cette entreprise commune, cette joint venture, on va faire des contrats de sous-traitance avec des entreprises de bus luxembourgeoises, et on va soumissionner, on va donner notre offre au ministre Bausch. Ils ont fait cela. Le problème qu'il y avait dans cette affaire, c'était les sous-traitants, ça regroupait 23 entreprises de transport. Donc, ça regroupait en fait tout le marché quasiment des entreprises de bus luxembourgeoises. Maintenant, après, on a négocié des engagements avec le Conseil de la concurrence, parce que le Conseil de la concurrence, nous, on avait, je vais en venir après, nous, on avait argumenté que c'était une entreprise joint venture, une entreprise complètement, parfaitement valable, pas du tout anticoncurrentiel. C'était pas un cartel. Premièrement, ce n'était pas un cartel parce que ce n'était pas déguisé, donc il n'y avait rien, aucune des entreprises impliquées dans cette soi-disant cartel n'avait fait quelque chose de caché, donc tout était complètement transparent. Et il y avait tout simplement des réunions à la Chambre de commerce, Chambre des métiers, ils ont convoqué les sous-traitants pour signer les contrats. Donc l'un ou l'autre ne savait même pas qui avait vraiment participé en tant que sous-traitant. Donc, le Conseil de la concurrence dans cette affaire a monté cette affaire vraiment et voulait faire une théorie du grand complot, de la grande concertation, de l'accord de volonté entre les 23 personnes, entre les 23 entreprises. Et moi, j'étais toujours persuadé, si on n'avait pas transigé, euh, qu'il y avait, que le Conseil de la concurrence n'aurait pas pu avoir gain de cause devant un tribunal administratif ni devant la cour administrative pour prouver un accord de volonté dans cette affaire. Il faut savoir que le Conseil de la concurrence, malheureusement, a très souvent recours à la doctrine du Conseil de la concurrence français, qui va quelquefois plus loin que la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne en matière d'administration de preuves, en matière de cartel. Ils opèrent avec des tests, avec des faisceaux d'indices, ce qui est très, très contestable, hein.
Et d'ailleurs, dans une affaire que vous avez probablement lue dans la presse, c'était une affaire Balzen de l'année décembre l'année dernière, où il y avait des concertations des prix verticaux entre des supermarchés et des producteurs Balzen. Ça, c'était aussi une affaire où il y avait des... j'ai perdu le fil maintenant. Il y avait maintenant switché sur la concertation. Je voulais faire cette parenthèse Baden, mais je ne sais plus pourquoi maintenant j'étais m'excuser. Donc, ça va peut-être me revenir, je vais continuer. Dans le cas, les offres communes, en fait, une offre commune est toujours appréciée par l'autorité de concurrence aussi. Ça ne doit pas fausser le jeu de la concurrence. Donc, ça ne doit pas être une offre fake. En principe, bah, on doit essayer de le faire soi-même. Donc, c'est ça. Je dois avouer, le Conseil de la concurrence a maintenant émis la semaine dernière et cette semaine 3 guides pour l'appréciation des marchés publics. Ils ont donné des guidances, mais il y a toujours encore des zones grises. Il faut toujours analyser au cas par cas parce que les frontières entre ce qui est légal et illégal et où est-ce qu'on franchit la limite, c'est pas toujours très facile à donner un avis définitif sur cette question. Donc, dans le cadre de marché public, il est évidemment possible de recourir à la sous-traitance. Tout le monde le sait. Et il y a évidemment aussi 2 articles je pense que c'est l'article, je vais revenir après, l'article 14 et l'article 33 de la loi sur les marchés publics qui prévoit aussi de soumissionner sous forme de société momentanée, d'un groupement. En fait, il faut pas, il n'y a pas de préimposition, donc on peut soumissionner. La forme juridique n'est pas déterminée, on peut être très imaginatif comment soumissionner. Et c'est dans ce contexte justement qu'il faut faire attention sur ces formes d'alternatives ou des concurrents euh, par exemple, l'entreprise A a certaines capacités que l'entreprise B n'a pas et l'entreprise C a encore plus de ressources. On se met ensemble pour remporter un prix. Je trouve ça, c'est tout à fait légitime. Donc, on va analyser maintenant d'abord l'entreprise commune, une joint venture. Comme il y a en droit luxembourgeois, il y a maintenant un peu de guidance du Conseil de la concurrence luxembourgeois depuis cette semaine seulement et depuis cette affaire Tool où le Conseil de la concurrence a donné quelques explications sur la validité. Je dois avouer, dans cette affaire concrète, je n'ai jamais apprécié cette application par le Conseil de la concurrence, son analyse factuelle, son analyse juridique de la situation factuelle. Disons. Donc, il y a le règlement sur les concentrations au niveau européen qui prévoit donc une entreprise, une association commune, une entreprise commune est constituée normalement en vue de mener à bien un projet précis, donc typiquement un grand marché public, et on constitue donc vraiment une ASRL entre 3 concurrents pour ce marché public, et c'est tout à fait possible. Et bien évidemment, cette entreprise commune, a priori, c'est un accord, donc il faut évaluer si les conditions d'exemption sont remplies, première chose. Et deuxièmement, il faut faire attention au niveau des contacts. Si jamais on soumissionne, on abandonne cette idée de joint venture, de société momentanée, à certains moments, on n'a plus le droit de soumissionner du moment qu'on a échangé certaines informations stratégiques concernant les prix, notamment. Je vais en revenir après. C'est là où ça devient très tricky. Donc, j'avais mentionné cet exemple entreprise commune, Tool, Zales-Lens et Mivé, bon, où on avait argumenté qu'il y avait une entreprise commune, mais le Conseil de la concurrence n'a jamais voulu entendre ce discours. Donc, quelles sont les conditions pour qu'une entreprise commune soit valable, ne soit pas qualifiée d'une entente, d'un cartel camouflé? Donc, il faut qu'elle soit de plein exercice. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait les ressources nécessaires quand vous engagez des gens aussi pour que cette société commune vit effectivement. Il faut une autonomie fonctionnelle vis-à-vis des sociétés mères. Il faut qu'elle fonctionne de manière durable et normalement sur un marché différent de celui des sociétés mères. Donc, elle ne va pas faire concurrence aux sociétés mères.
Cette entreprise commune ne doit en fait pas camoufler, cacher une entente. Attention, dans des marchés oligopolistiques, si vous avez deux entreprises qui à elles seules ont 50 à 70% du part de marché, évidemment, si ces deux entreprises communes, si ces deux entreprises constituent une entreprise commune, l'appréciation va être beaucoup plus sévère parce qu'il y a quand même auprès des autorités de concurrence une forte présomption que cette mise en commune oui, qu'il y a quand même un soupçon d'une entente là, et de vouloir se répartir de façon illégale les marchés, de s'approprier des bénéfices qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc, ça, je l'avais dit, donc c'était les articles qui prévoient des groupements, de se regrouper dans des associations temporaires ou momentanées. Donc, on peut aussi avoir un groupement d'intérêt économique. Toutes les formes juridiques de partenariat sont permises. Il n'y a pas une forme préimposée par la loi. Maintenant, le Conseil de la concurrence avait émis dans le cadre du dans son avis sur le projet de loi relative à la nouvelle loi sur les marchés publics 2018, il avait émis un avis où il a donné quelques recommandations, mais comment moi, entreprise, je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être accusé un jour d'avoir conclu une entente. Donc, le Conseil de la concurrence dit oui que ça soit d'être une offre commune et qu'il faut une concurrence effective. Oui, tout ça c'est en théorie, tout ça ça sonne très bien, c'est très facile, oui, mais en pratique c'est pas aussi facile de l'analyser. Les conditions de l'ICT de vous rapprocher entre concurrents pour soumettre. Donc, il faut vraiment une réelle intention de travailler ensemble et vraiment pour augmenter les chances de succès et pour travailler plus efficacement. Évidemment, normalement, pour avoir un meilleur prix pour le pouvoir adjudicateur. Le prix ne doit pas, par le rapprochement, devenir plus élevé par rapport si vous l'avez fait tout seul. Donc, le Conseil de la concurrence avait donné quelques indications à quel stade, qu'est-ce que je dois faire à quel stade de la procédure. Donc, si vous voyez un grand marché public et vous dites, moi, je n'ai pas les capacités, je vais faire ça avec deux, trois concurrents, il y a la prise de contact. Et dans la première prise de contact, le Conseil de la concurrence dit clairement dans son avis, le Conseil de la concurrence en France aussi, il ne doit pas y avoir tout de suite une discussion sur le prix. Donc, lorsque vous contactez vos concurrents pour faire une offre à une société, même dans le cas de la sous-traitance, pour toute forme de collaboration avec un concurrent, vous devez d'abord sonder le terrain, si votre concurrent a le manpower pour faire ce projet et les compétences techniques, mais il n'y a pas de discussion dans un premier stade sur les prix. Je sais que c'est évidemment assez difficile à réaliser parce que tout tourne quand même finalement aussi autour du prix. Donc c'est assez difficile, mais ça c'est la guidance du Conseil de la concurrence. Après, donc il faut vraiment donc, au stade de la simple prise de contact, l'entreprise sollicitée doit se contenter de faire part de son intérêt ou non pour le projet. Et en cas de désintérêt, donc vous avez contacté un concurrent et votre concurrent dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc, chaque concurrent reste évidemment libre de déposer son offre de son côté. En revanche, si l'entreprise sollicitée décide de poursuivre plus en avant la relation et souhaite prendre part au projet de groupement ou de sous-traitance ou de joint venture, les échanges d'informations donc sur le prix, essentiellement sur le prix, devraient se limiter au strict nécessaire pour la mise en place de la collaboration, ce qui est aussi un exercice très difficile. Donc, le contenu des échanges devra ainsi s'en tenir aux moyens techniques, comme j'ai dit, et humains nécessaires à la satisfaction du cahier de charge et à aucun porter sur une fixation de prix et de se répartir les marchés artificiellement. Et la tenue des dossiers contenant les données échangées et retraçant le processus
processus d'échange d'informations permettra d'analyser la licéité de ces échanges. Donc, il est important dans ce cadre de tracer des procès-verbaux de vos contacts. Ça, c'est aussi une recommandation du Conseil de la concurrence. Il est toujours, ici, c'est justement en cas de soupçon, s'il y a une enquête, bah, vous pouvez dire bah, il y a un procès verbal parce qu'après, c'est eux qui ont la charge de la preuve. Donc, si vous avez un procès verbal, vous avez tout documenté, on a fait ça, on a ça. Vous avez un document écrit et si le Conseil de la concurrence a juste des suppositions et n'a rien de concret, n'a pas une attestation, il peut rien peut arriver. C'est pour ça que c'est important de retracer un peu ce qui s'est passé. Et donc, à partir de cette nouvelle étape, du moment où l'entreprise sollicitée répond donc aux exigences, la soumission d'une offre ne pourra plus être séparée, ou alors chaque entreprise concernée devra s'abstenir de soumettre une offre. Et là, il y a des jurisprudences, il y a le Conseil de la concurrence en France qui dit que sauf à conserver les éléments de nature à établir que cet échange n'a pu altérer l'indépendance d'offres présentées individuellement, ce qui implique évidemment de conserver la trace écrite des raisons de l'échec des négociations, pourquoi on n'a pas fait ça et pourquoi j'ai quand même le droit de pouvoir soumissionner alors qu'on a un échec des négociations, ainsi que la nature des informations échangées avec les partenaires potentiels, les concurrents. Donc, vous voyez que c'est pas très aisé de faire ces analyses. Je vais peut-être continuer. Donc, l'échange d'informations, comme je l'ai dit, donc pendant la première phase, premier contact, on discute pas des prix, on voit juste l'intérêt, l'appétit. Est-ce que vous avez les ressources? Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce qu'on est disposé à travailler ensemble pour soumissionner ensemble? Euh, Comme j'ai dit, l'autorité française est assez sévère et malheureusement, notre Conseil de la concurrence s'inspire très souvent que de la jurisprudence du Conseil de la concurrence en France. Mais dans cette affaire Balzen, par exemple, il y a des recours devant le tribunal administratif et ce n'est pas exclu que les décisions soient révisées ou annulées par le Conseil de la concurrence, parce que dans cette affaire, le Conseil a utilisé un test développé par le Conseil, par le seul Conseil de la concurrence en France, que je considère aller au-delà de l'exigence de la Cour de justice de la Communauté européenne. D'ailleurs, dans une autre affaire, j'avais défendu l'entreprise Luxley dans une affaire un peu pareille où le Conseil de la concurrence voulait nous faire les griefs d'avoir une imposition de prix, qu'on avait imposé les prix verticalement et le Conseil avait aussi fait part de son test français et on l'a combattu parce que j'ai pu convaincre le Conseil de la concurrence qu'en matière de preuves, qu'il n'y avait pas de preuves dans le dossier et dans cette affaire, le Conseil a classé l'affaire pour manque de preuves. Donc, des échanges, oui, ce qui est toujours le problème, c'est les prix. Donc, c'est les prix des répartitions de marché. Ça, je l'ai déjà dit maintenant. Donc, si la relation a continué, mais après, à un certain moment, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de marche arrière, ou après, il faut documenter. On peut quand même, si tout est documenté, si tout est justifié et tout est bien documenté, il y a toujours une sortie de secours et d'échapper à une potentielle condamnation et de respecter les règles de concurrence. Les conditions d'exemption au début, donc il y a des conditions d'exemption. Donc tout accord qui a priori est anticoncurrentiel, il y a deux conditions positives pour que cet accord soit quand même validé. Il faut contribuer à améliorer la production, la distribution ou le progrès. Il faut un bénéfice pour le consommateur au sens large du terme aussi, consommateur-entreprise. Et il ne faut pas que par cet accord qu'il y a des restrictions indispensables pour atteindre l'objectif. Il ne faut évidemment pas restreindre, éliminer la concurrence. Il y a aussi comme je dis, des règlements d'exemption, mais ça, c'est pas très pertinent. Donc, par exemple, dans le secteur de la construction, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas d'exemption par catégorie. Donc, je vais résumer. Donc, au conseil, recommandation, c'est donc très important je pense, ce que j'ai vu en 20 ans, c'est que
les entreprises qui sont venues me voir, malheureusement, sont toujours venues un peu trop tard et j'avais jamais imaginé que ces clients et mes clients auraient un jour un problème avec l'autorité de la concurrence, mais évidemment, on dit toujours, ça arrive toujours qu'aux voisins. Et je sais que la compliance, c'est un coût, c'est comme la protection des données. Le droit de la concurrence, c'est une matière de niche qui peut quand même faire très mal lorsque l'autorité frappe et lorsqu'on est dans le collimateur. Il vaut mieux un peu investir dans la compliance avant que ce soit trop tard. Et si on a un petit programme de sensibilisation de compliance en place, ça peut aussi être une circonstance atténuante en cas de condamnation potentielle du conseil. Parce que si vous avez une entreprise qui n'a jamais rien fait, même au niveau des dirigeants, d'avoir un minimum de formation des règles de concurrence, si vous avez d'un autre côté une entreprise qui a fait des programmes de compliance, si vous avez juste un commercial qui, lors d'une réunion avec une fédération ou avec un concurrent, s'est donné la main pour se concerter sur un marché, et si c'est documenté, bah, s'il y en a un, si on n'a jamais informé le vendeur, bah, ça peut arriver. Donc là, il faut faire, moi j'insiste toujours, sur un minimum de formation interne. Et en cas de doute, vraiment d'aller chercher un avis de conseil juridique. Évidemment, il y a un risque aussi, c'est, comme j'ai dit, on peut aussi déposer une plainte auprès du Conseil de la concurrence. Lorsqu'un concurrent a été évincé, il peut aller voir le Conseil de la concurrence. Allez, j'ai des soupçons, là, je vous donne la soumission, vous voyez là les prix, vous voyez les trois, il y a toujours les mêmes qui ont eu ces lots. Et je ne comprends pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouvrez une entente. Et bah, le Conseil de la concurrence, il peut, quand il veut, ouvrir une enquête et lancer des demandes de renseignements. Et là, très souvent, il y a aussi des entreprises qui viennent me voir lorsqu'ils ont l'accusation. Donc là, le problème, le butch last fait en luxembourgeois, donc c'est un peu quelquefois moutarde après dîner, je peux que limiter les dégâts. Donc dès que vous avez une demande de renseignement du Conseil de la concurrence, il ne faut pas penser vouloir bricoler et il y a quelquefois des questions pièges de l'autorité concurrence et si on donne la mauvaise réponse dans le questionnaire, on est déjà quasiment condamné. Donc l'accusation, ça c'est la communication des griefs, ça c'est beaucoup plus tard dans la procédure, mais là très souvent, il est trop tard pour attraper le coup. Récemment aussi en avril, la Commission a aussi encore sanctionné des entreprises dans le secteur du transport ferroviaire, aussi pour entente de répartition de la clientèle. Ça, c'est très souvent le cas, c'est qu'on s'entende. Donc là, je pense que j'étais presque bon là dans le temps, je pense. Oui, un grand merci, Maître Blazer, pour cet exposé. Effectivement, vous avez tenu le timing. On va certainement, c'est vrai qu'on avait annoncé 1 heure. Bon, on a commencé avec quelques minutes de retard. Je pense qu'on va durer 1h15. On va essayer de durer Oui, 1h15. Donc, il y a une merci pour question cet là. exposé. Voilà. Alors, il y a déjà une question. Donc, y a-t-il une limite en nombre pour une entreprise de remporter des marchés? Visiblement, la question c'est est-ce qu'une entreprise est-ce que dans la loi sur les marchés publics, une entreprise est limitée sur le nombre non, il n'y a pas de limite. En revanche, moi j'ai Non. peut-être cette question, ça m'interpelle sur une autre question qu'on nous a posée lors du premier webinaire sur le droit des contrats. Et j'ai oublié de vous en parler, mais j'en profite maintenant pour vous la poser. C'est une entreprise qui nous demandait est-ce qu'elle pouvait intervenir à la fois comme répondre comme entreprise principale sur une offre et sur une autre offre être présente comme sous-traitant. Donc la même entreprise Donc même dans des entreprise offres sur concurrentes. une même offre, voilà, est-ce qu'elle pouvait être sur 2 offres en fait, une fois comme Mais, soumissionnaire principal et l'autre fois une mais même deux offres soumission. concurrentes. Oui.
Oui, ça c'est quand même assez dangereux, je pense. Je ne sais pas comment faire des Chinese walls, comment séparer en fait, alors qu'il n'y a pas de concertation, parce que forcément, cette entreprise connaît les prix. Donc, ça c'est quand même, à mon avis, je ne recommande pas C'est, de le faire. C'est très, très voilà, dangereux. Et je pense même que si les soumissionnels, pouvoir adjudicateur voient ça, donc il y a les clignotants rouges là qui vont s'allumer, hein. J'ai pas encore vu ça, on peut vérifier ça, mais selon mon expérience, je déconseille quand même. Je ne sais pas comment on pourrait trouver une astuce pour. Ouais, ça me semble quand même. Tu dis, on peut toujours tout justifier, mais là, ça me paraît quand même assez difficile à justifier, hein. oui, c'est ce que j'avais évoqué. Et effectivement, là, c'est un clignotant qui peut pousser le pouvoir adjudicateur à exclure l'entreprise ou respectivement saisir le Conseil de la concurrence pour faire une enquête. Ouais. Voilà. J'avais une autre question en attendant, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, il y a une autre question qu'on m'a posée juste avant ce webinaire, là, ce matin. C'est certains pouvoirs adjudicateurs, il y a une pratique de pouvoir adjudicateur qui impose des conditions qui semblent excessives pour remporter un marché, notamment pour pouvoir répondre à une offre. Notamment, ils exigent d'avoir un ingénieur pour des marchés de travaux, de construction, alors que le diplôme, c'est le brevet de maîtrise. Et donc un ingénieur avec 15 ans d'expérience, est-ce que on pourrait dire que cette offre, elle privilégie des entreprises étrangères ou est-ce qu'il y a une atteinte au droit de la concurrence? Quels sont les leviers en fait? Oui, j'ai vu ça déjà quand même assez souvent dans des cahiers de charges Mm. où les responsables politiques luxembourgeois, bien évidemment, comme dans tous les pays, essayent de privilégier quand même, malgré eux, les acteurs luxembourgeois. Et très souvent, le cahier de charges est taillé sur mesure pour une ou l'autre entreprise. Euh, c'est évidemment difficile. J'ai encore eu récemment un tel soupçon avec un marché public euh, où à un moment je voulais voir le conseil de la concurrence avec les clients pour voir, disons, pour donner notre impression sur ça, pour enquêter un peu pour ça, pour ouvrir une enquête. Mais on l'a pas fait, mais C'est, ça arrive quand même assez souvent, mais on n'a malheureusement pas des moyens directs là pour, je pense, pour agir. Mais j'avais aussi vu un jour un marché public du ministre de l'économie de l'époque il y avait une soumission pour certaines choses pour un ministère et il y avait une très grande entreprise luxembourgeoise qui est dominant en la matière, qui est vraiment très connue, qui avait, donc dans le cahier des charges, c'était déjà aussi très restreint. Donc mon client, c'était une start-up luxembourgeoise. L'autre, c'était évidemment une entreprise familiale très réputée, tout le monde connaît. Et le cahier de charge était quand même un peu très difficile pour des startups, pour des concurrents de celui qui a bon, 100%, 50%, plus que 50% de part de marché. Donc, il était déjà taillé sur mesure et mon client, il n'a pas, le ministre de l'époque, ils avaient écarté mon client sur des prétextes fallacieux pour deux ou trois lots et à ce moment-là, je suis souvent contacté dans le cadre de marché public. Alors, j'ai encore actuellement un client comme ça qui a été évincé aussi d'un grand marché public. J'ai analysé tout et j'ai dit maintenant, on peut demander au ministre Bausch une entrevue ou on peut aller chez le Conseil de la concurrence pour ouvrir une enquête. J'ai dit, je ne vous conseille pas d'aller chez le Conseil de la concurrence. Je vous conseille qu'on demande une entrevue avec le ministre Bausch pour lui souffler certaines informations et pour dire qu'on trouve ça pas normal. Et oui, après, il fait ce qu'il veut, mais on peut pas faire plus. Donc ça, c'était, ouais. Oui. Merci.
Alors peut-être que Maître Merrier voulait intervenir sur la responsabilité des dirigeants. Nous, on a pas mal de questions à la Chambre des métiers de dirigeants qui disent oui, mais si effectivement, une entreprise commune ou souvent une société momentanée, c'est peut-être plus facile parce qu'il n'y a pas Oui, voilà, ils disent voilà, c'est facile, il y a pas de statut à rédiger, on y va. Mais les responsabilités, elles sont indéfinies et solidaires. Donc, c'est-à-dire que même si c'est une petite entreprise qui s'associe avec une grosse entreprise, elle engage sa responsabilité pour le tout. Et donc là, il faudrait bien veiller à rédiger en interne les responsabilités. Qu'en pensez-vous, Maître Merrier? Alors, oui, tout à fait. Pour la société momentanée, d'abord, il faut garder à l'esprit que c'est une société qui, comme son nom l'indique, est momentanée. Donc, elle doit exister que pour une opération déterminée, pour un temps également déterminé. C'est une société qui est prévue par la loi sur les sociétés commerciales de 1915, mais qui n'a pas la personnalité morale. Pour autant, c'est une véritable société, donc les associés font des apports et participent aux bénéfices et ainsi également aux pertes, aux dettes de la société, ils sont sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique comme il peut y en avoir par exemple, entre un employeur et son employé. Donc, il faut que ce soit une société, il faut qu'il y ait tous ces attributs, également la volonté de mettre en commun un effort un investissement pour aller ensemble vers un objectif commun. Toutefois, donc, comme vous l'avez rappelé, le principe est celui de la responsabilité solidaire des associés. Donc ça, c'est très important. Solidaire et indéfinie, c'est-à-dire que c'est une forme de société où les associés sont personnellement responsables des dettes de la société. Cela dit, cela ne signifie donc c'est une, une responsabilité indéfinie et solidaire vis-à-vis des tiers. Les tiers pourront réclamer la totalité ce qui leur est dû à l'un ou l'autre, hein, ou tous, des associés. Cela dit, entre eux, les associés peuvent voir ou répartir la responsabilité. Ils peuvent très bien se dire, par exemple, s'il y a deux associés, que A ne sera responsable qu'à hauteur de 10%, disons, des dettes, et l'autre, B, à hauteur de 90%. Ce qui signifie que même si le tiers pourrait aller chercher la totalité ce qui lui est dû auprès de A, A pourra ensuite se retourner contre B pour lui demander 90% de ce qu'il aura réglé, sachant que les 10% qui ont été convenus contractuellement resteront donc à sa charge. Donc ça, c'est pour la société, effectivement, la société momentanée. Ce n'est pas ce n'est pas la seule forme sociale. Les associés peuvent également se réunir sous la forme d'un GIE, donc d'un groupement d'intérêt économique, qui lui a la personnalité morale, qui est prévu non pas par la loi sur les sociétés commerciales de 1915, mais par une loi spéciale du 25 mars 1991, qui transpose en droit luxembourgeois le régime du GIE. Donc le GIE est également les associés du GIE sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des dettes de celui-ci, mais c'est une responsabilité qui toutefois est subsidiaire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que le tiers, contrairement à la société momentanée, le tiers devra rechercher d'abord la responsabilité du GIE, et donc c'est à défaut d'actifs, par exemple, du GIE, qu'à ce moment-là, il pourra se retourner contre les membres. Et là aussi, les membres du GIE sont parfaitement libres contractuellement de convenir entre eux des modalités ou de la répartition du risque. Euh, et cela est parfaitement admis et d'ailleurs prévu. Euh, la différence avec la société momentanée, c'est que le GIE également dispose de gérants et les gérants auront donc la faculté d'engager le GIE vis-à-vis des tiers. Mm, mm. Il sera possible également contractuellement, dans le contrat conclu entre les membres du GIE, de prévoir les pouvoirs du gérant,
même si la limitation des pouvoirs du gérant sera inopposable au tiers, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire au tiers que l'acte que le gérant a passé pour le compte du GIE n'est pas valable, même si d'ailleurs les pouvoirs du gérant sont publiés au registre du commerce et des sociétés, parce que c'est la différence également avec la société momentanée qui ne fait l'objet d'aucune publication, d'aucune formalité quelconque auprès du RCS. Le GIE, lui, est dûment enregistré, y compris donc ses statuts, etc. Mais pour autant, si le gérant outrepasse les pouvoirs qui lui sont conférés par l'acte de constitution du GIE, alors il pourra avoir sa responsabilité engagée. Et la responsabilité du gérant est prévue donc par la loi sur les GIE du 25 mars 1991, qui elle-même renvoie sur ce point à l'article 441-9 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915, qui prévoit donc deux types de responsabilités des dirigeants. Une première responsabilité pour faute de gestion, c'est-à-dire pour toute faute dans la gestion du GIE par le gérant, et une deuxième forme de responsabilité pour régularité. Faute de régularité, c'est celle qui ressort d'une violation de la loi, pas que de la loi sur les sociétés commerciales, mais de toute loi, ou des statuts. Alors, à la différence de la faute de gestion, qui peut être éventuellement ratifiée par les membres du GIE, qui donc ne pourront plus l'opposer au gérant, s'ils le font, s'ils lui donnent quitus, par exemple, en toute connaissance de cause, la faute de régularité, donc la violation de la loi ou des statuts, ne peut pas être, quant à elle, régularisée ou ratifiée par les autres membres du GIE. Voilà un petit peu Oui, les choses à savoir. oui, c'est très utile ce que vous nous dites. Alors effectivement, ça fait réagir un auditeur qui nous demande effectivement, est-ce qu'on peut limiter la responsabilité des associés d'une société momentanée vis-à-vis du maître du maître d'ouvrage? Alors, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas, vis-à-vis des tiers, limiter la responsabilité de Donc l'associé. des Donc, il reste contractants, quoi, ouais, vis-à-vis du des maître d'ouvrage. co-contractants, Voilà, voilà, voilà. vis-à-vis de vos partenaires commerciaux, donc hors société momentanée, vis-à-vis de vos co-contractants, vous ne pouvez pas limiter votre responsabilité. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est entre vous, entre les associés de la société momentanée, répartir le risque et la responsabilité entre vous. Et, Cependant, euh, il est admis, comme pour les GIE d'ailleurs, donc ça c'est un point à retenir, que dans le contrat, là, je parle uniquement par exemple de la solidarité. Solidarité, c'est un élément important. Dans pour les GIE, par exemple, ça vaut également pour la société momentanée, vous pouvez, dans le contrat que vous allez conclure donc avec votre co-contractant, prévoir une clause au terme de laquelle celui-ci, donc le co-contractant, renonce au bénéfice de la solidarité à l'encontre d'un ou de plusieurs ou de tous les associés du GIE ou de la société momentanée. Ça, c'est admis, mais il faut le prévoir évidemment contractuellement, autrement ce ne sera pas possible. donc ce n'est pas une disposition d'ordre public, on va dire. On peut déroger. Voilà, Et, puisque de toute façon c'est au bénéfice du tiers, donc si le tiers veut renoncer à cet avantage que lui confère la loi, il n'y a pas de problème. voilà, donc ça, mais ça, ce genre de document, il faut mieux que ce soit vu par un spécialiste. Il vaut mieux Le- effectivement pour oui, éviter et alors toute Gabriel, difficulté. Gabriel veut intervenir. Moi, Ouais. j'ai une petite réaction. Société momentanée, c'est dangereux aussi pour le gérant qui peut, enfin le gérant. Chacun peut engager la société momentanée Ouais, sans que l'autre ne soit au ouais, courant, hein. ouais. Tout à fait. Je Tout à fait. pense, je pense que ce qui peut être intéressant aussi dans le cadre de ces contrats qu'on rédige entre concurrents, donc que ce soit maintenant société momentanée ou toute autre forme de collaboration, qu'on prévoit chacun, qu'on se couvre chaque entreprise en mettant par exemple aussi des clauses que chacun s'engage à respecter les règles de la concurrence
Et s'il y en a un qui respecte ou dans ses troupes qui fait une boulette, bah, que c'est cette entreprise-là qui va payer les dégâts après, hein. Ça, c'est peut-être très important de mettre ça dedans. Très souvent, je vois ça maintenant aussi dans des fédérations où on dit que bah, on doit respecter, on doit un certain compliance. Donc, ça, c'est aussi peut-être une clause à rajouter dans de tels contrats que chacun s'engage et de prévoir un peu les responsabilités entre eux, évidemment jamais opposables vis-à-vis des tiers ni vis-à-vis de l'autorité de concurrence pour un peu essayer de limiter entre elles les responsabilités s'il y en a un qui respecte pas les règles. Oui, effectivement, Maître Blazer, je crois que c'était une bonne remarque, surtout pour clôturer ce webinaire, parce on a un peu dépassé l'horaire, mais c'était très utile. Effectivement, le droit de la concurrence est utile pour tous. C'est contraignant, mais je pense que toutes les entreprises aussi y gagnent à ce que tout le monde respecte le jeu de la libre Hmm. concurrence. Euh, Ouais. voilà. Ce que je peux peut-être même proposer, j'avais quelquefois fait des quiz concurrence, là on n'a pas eu le temps avec d'autres fédérations. Et j'avais donné, alors aux ceux qui avaient réussi, j'avais donné une heure de conseil juridique gratuit. Je ne vais pas faire ça, mais je vais proposer à tous les participants qui se sont donné la peine de prendre le temps de m'écouter, ils peuvent me contacter et je peux leur faire un check, une présentation détaillée, un check concurrence gratuit pendant une heure pour vérifier, pour un peu discuter. Donc ça, j'offre ça, je donne cette proposition à ceux qui sont présents, qui ont pris le temps de, ça vous pouvez proposer à ceux, si vous avez ceux qui ont pris le temps de pouvoir participer. D'accord, c'est noté. On va faire ça. On va suivre cette proposition très concrète. Merci, Maître Blazer. Merci, Maître Merrier. Je remercie aussi le stagiaire de Maître Blazer qui est venu. Donc, Émeric, j'ai plus votre nom de famille, excusez-moi. Amaury Greves. Ouais. Amaury Greves. Ouais, que j'aime remercier aussi qui a pas mal travaillé pour la présentation aussi. Voilà, c'est un plaisir d'avoir des jeunes motivés. Et merci à Raphaël Raimundo, notre support technique, sans qui ce webinaire a eu du mal à fonctionner parce qu'on avait des problèmes de Wi-Fi qui ont été résolus. Merci à tous, merci aux participants. N'hésitez pas à répondre aux enquêtes de satisfaction et à très bientôt. Au revoir, Merci. maître.